Et attention, 3, 2, 1... Et c'est un clap de vidéo. Josiane Bichette. André Plasme. C'est le retour de la Team Rocket. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus fait une vidéo comme ça. C'est vrai. Face cam ensemble. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est grand temps de le faire, sinon viens chez vous par des demandes et on au vous public. roule le cou. Aïe aïe aïe, on vous roule de coups. C'est ça que t'allais dire. On vous cache les genoux, ok. Enchanté. Adriane Pichet. Ouais, c'est très classique ce que tu demandes. Oui mais classique, fin et raisonné. Ok. Genre on se dire qu'on a bu avant de faire cette vidéo, alors que pas du tout. On est juste un petit peu fatigué. Un petit peu fatigué de finalement de quoi? De notre vie. Ouais, de nous. Ouais. c'est un bon résumé de notre vie. Bon allez, c'est un truc faussement long. C'est très très long. Aujourd'hui, on vient vous voir parce qu'on avait envie de vous proposer un petit bilan de l'année 2024 qui, pour ma part, fut une bonne année de merde, on va pas se le cacher. Pour Simon, je pense que c'était une année plutôt, ma foi, assez correcte. Ouais, c'est-à-dire que ton année de merde a quand même des répercussions sur ma vie, a priori. C'est vrai, oui. Ces merdes ne te concernaient pas directement, donc c'était un peu moins dramatique pour toi. Surtout que tu dédramatises fortement les choses. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de dramatique, moi. Bon, ben on démarre tout de suite en refaisant un petit peu le fil rouge finalement de cette année 2024 et on se replonge au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon, au mois de janvier? Alors il faut savoir que Simon a une particularité qui lui est propre. Pose pas de questions comme ça. Je sais pas. Toi, tu vas lancer les sujets et moi, je vais en parler si tu veux. Enfin, on en parle ensemble, mais ne me demande pas ce qui s'est passé à quel mois. C'est pour ça que je disais que tu as une particularité qui finalement t'es un petit peu propre et pourtant Dieu sait que tu es propre sur toi. Mais Simon ne se rappelle de rien, il n'a pas de mémoire, voilà. Il a une sorte de... Non, j'ai pas de mémoire d'amnésie assez particulière qui fait que plus de 2 semaines pour Simon, ça n'est... Voilà, c'est compliqué. En fait, il faut me rappeler vite fait les événements et je m'en souviens très bien. C'est juste que j'ai du mal à remettre sur une échelle de temps les choses qui arrivent dans ma vie. Ce qui est pas du tout le cas avec les trucs que j'apprends par cœur et que je les retiens à vie, tu vois. Oui. J'ai toujours été très bon à l'école pour ça, par exemple. Boring. Boring. Oh, l'intello. Pour ma vie perso, c'est un truc de fou. Ouais. Elle a quel âge, Charlie, encore? Alors, janvier 2024, on était au Costa Rica. Fin décembre, janvier, ouais. Ouais, on était au Costa Rica jusqu'au 9 janvier, un truc comme ça, je dirais, un truc dans ce style-là. On est d'accord qu'on va pas passer 40 minutes pour chaque truc, on est d'accord? Mais non, on fait les moments forts de 2024, trou de balle. Ok, super. C'était génial. Super voyage, fin compliqué. Fin compliqué. Avec la double fracture de la jambe de Charlie. Putain. Mais vous connaissez, si vous nous suivez, hebdomadairement sur la chaîne. Exactement, Charlie est tombée du fauteuil du salon du Airbnb dans lequel on logeait au Costa Rica. Elle était avec Landon et Liam, les enfants de notre couple d'amis américains. On avait confié Chacha à Bella, qui a refourgué Chacha à Jude, et Jude bien évidemment n'est absolument pas en âge de regarder évidemment toutes les 2 secondes sa sœur. Visiblement Bella non plus. Bella non plus, malgré le fait qu'elle avait déjà 13 ans. On l'a laissée. Elle avait la flemme, tout simplement. Elle avait la flemme, elle avait une flemme intersidérale, elle était en train de regarder un film dans le fauteuil avec tout le monde, elle a grimpé sur l'accoudoir du fauteuil, elle a chuté du fauteuil. Elle a chuté, elle a cassé, voilà. Et paf. Et heureusement que j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui était vraiment pas normal parce que au départ je pensais qu'elle était juste fatiguée, qu'elle avait eu un petit coup de chaleur et en fait non, elle avait bien une double fracture qu'on appelle en bois vert. C'est une fracture qui se trouve chez les enfants en bas âge. Qui du coup passe tant une fracture. Mais parce que l'os n'est pas fracturé réellement, en fait c'est comme un... Appelle-t-on ça une fracture du coup? Mais parce que c'est quand même fracturé, mais c'est comme une branche qui est cassée. Pas fracturé. Non, c'est comme les jeunes branches, vous voyez, quand vous voulez les casser, ne faites pas ça, c'est des êtres vivants, ils ont des sentiments. Tu veux le casser, sauf qu'en fait ça plie. Je pense que ça casse à l'intérieur, mais l'extérieur ne casse pas, et donc ça se plie. Et donc ça se remet très très vite. Alors la pauvre, elle commençait à faire ses premiers pas au Costa Rica, ça l'a vite freinée dans son élan, mais connaissant son caractère absolument extraordinaire et sa force intérieure, elle a gardé son plâtre un petit peu plus d'1 mois et le jour même où on a fait retirer son plâtre, elle marchait. Donc grand moment finalement de 2024. Moment extrêmement positif de 2024, c'est les premiers pas de Charlie. Le gars à l'hôpital nous avait dit ça va prendre jusqu'à 6 semaines pour qu'elle ose marcher sur sa jambe et tout. Le jour même, elle marchait. Ouais, c'est incroyable. Elle marchait du coup avec une jambe toute tendue. Ouais, le pied beau. La jambe de bois. Donc voilà. On est revenu du Costa Rica. Alors moi le Costa Rica m'avait fait énormément de bien parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'avais été diagnostiquée avec un début de burn-out début décembre suite à des événements familiaux
très compliqués qui se sont produits dans ma vie au mois de septembre 2023. Suite à ta vie tout court. Voilà, mais en fait... Là, c'est une accumulation de plein de choses avec un déclencheur en particulier, mais c'est une accumulation de boulot, de trucs, de bazar. La coupette est presque pleine, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Exactement, c'est ce qui a fait exploser le miroir, comme j'aime le dire. Plutôt que de laisser le miroir en pièces, je m'étais dit que j'allais recoller les pièces du miroir, mettre une petite colle, ce qui a été fait quand on était au Costa Rica. J'ai pris 12 jours sans téléphone. Je l'ai utilisé uniquement pour envoyer des messages au papa de mes 3 premiers enfants, simplement pour lui dire que tout se passait bien et que tout le monde allait bien. Mais je n'ai vraiment pas gardé mon téléphone. Et ce qui a été assez hallucinant, c'est qu'au bout de 24 heures, j'avais plus du tout d'angoisse, et au bout de 48 heures, je n'avais plus mes problèmes d'arythmie cardiaque. Étant une grande angoissée de nature, en fait, j'ai très très mal choisi mon métier. Voilà, ce métier ne me convient absolument pas du tout. Je ne suis pas faite pour faire ce métier, je ne suis absolument pas assez forte mentalement pour faire ce métier. Tu aurais dû te passe finalement. Tu aurais dû, exactement, en fait, j'aurais dû être ta manager. C'est ça. Et gérer tes trucs, et toi t'aurais dû faire le contenu. Surtout que je pense que j'ai beaucoup de potentiel, vous me le direz en commentaire, mais... Tu as un potentiel comique quand même qui est assez... Entre nous. Soyez sincères, dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que je lance ma chaîne Simon. YouTube demain Ça dépendra du nombre de commentaires, du nombre de likes. Si vous faites remonter le référencement, peut-être, on sait pas. Burnut fini, Burnut retour à la maison, ça m'a fait un bien fou de quitter ce monde des réseaux sociaux et de voilà, c'est chiant. Voilà. Donc Burnut, on revient à la maison, ça se passe super bien et là pendant 3 jours. Et là en février, c'est le drame. C'est le drame, c'est l'apocalypse, le pompon sur la Garonne. C'est quoi? Bah, c'est le bad buzz sur TikTok. Le fameux. Et là, j'ai quand même certaines choses à dire parce qu'avec beaucoup de recul, bien évidemment, j'ai fait un énorme travail sur moi-même et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'ai pris la décision de me faire suivre par une psychologue et je pense que c'est super bien de le dire quand on est suivi parce que je pense qu'on devrait tous avoir une psy. Moi, ça me fait énormément de bien. J'ai vraiment pu aborder des sujets où j'avais juste l'impression de devenir complètement folle et où j'ai pour la première fois eu vraiment cette impression de me sentir soutenue, comprise, surtout avec quelqu'un... Tu as la confirmation que tu étais folle? Exactement. Voilà. Folle alliée, prête à être internée. Non, mais surtout, en fait, d'avoir quelqu'un qui est complètement extérieur à ma vie et qui n'a aucune idée de ce que ça représente d'être sur les réseaux sociaux. Et on a eu une discussion comme ça ensemble sur pourquoi est-ce que Simon n'arrivait pas spécialement à se mettre à ma place et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas plus d'empathie par rapport à ce que je vivais dans le quotidien. Et il l'a très très bien expliqué. Parce que je suis un sociopathe. Cliniquement. Non mais explique pourquoi, parce que ton raisonnement était très juste et je l'ai compris, je l'ai entendu, je l'ai intégré et je comprends. Ce que je disais, c'est que vu que je suis là-dedans depuis toujours au niveau professionnel et d'autant plus maintenant, enfin depuis qu'on est ensemble. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Simon a été pendant de nombreuses années le manager de Loïc Notet. Oui, notamment. J'ai bossé, on va dire que j'ai bossé dans la musique avec des gens qui sont sous le feu des projecteurs, qui doivent se mettre sur les réseaux, etc. Donc c'est que la relation amour-haine, réseaux sociaux, public, je la connais très bien. Je l'ai toujours vécu professionnellement en fait. Des artistes qui sont victimes de harcèlement, de fous furieux. À travers du coup les gens avec qui je bosse. Moi je l'ai jamais vécu moi-même parce que je suis pas exposé sur les réseaux comme Jill ou comme les gens avec qui j'ai pu bosser avant. Mais je connais très bien le sujet, je l'ai vécu, j'étais au centre de plein de choses comme ça. Donc en fait pour moi, et c'est triste à dire, mais c'est devenu banal. Banal dans le sens où je vis totalement avec, comme si je faisais partie du truc. Et notamment avec Jill, ce que je lui disais, c'est qu'en fait moi j'ai du mal d'être vraiment concerné par ça et par la violence qu'il peut y avoir sur les réseaux, parce qu'en fait je considère son travail comme mon travail, parce qu'on travaille vraiment main dans la main maintenant depuis qu'on est ensemble, mais d'autant plus depuis février dernier où je suis vraiment à 100% avec elle dans son boulot. En fait, vu qu'on en parle tous les jours, vu que je vois moi-même les commentaires, je vois les trucs et tout, pour moi c'est intégré comme si j'étais dedans, et vu que moi ça me touche pas, limite j'en rigole, tu vois. Alors que pour moi je le vis vraiment comme un drame. Ouais, sauf qu'on n'en parle pas tant que ça en vérité, à part ce moment-là sur TikTok en particulier. Ouais, alors je reviendrai pas sur ce bad buzz et j'ai pas envie de l'expliquer parce que aujourd'hui malheureusement c'est dramatique, mais nos propos sont tout le temps pris à partie et sont surtout tout le temps déformés, c'est-à-dire qu'il y a des petits spécialistes sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur TikTok, qui reprennent nos contenus, qui modifient nos contenus en faisant des montages et qui vont vraiment aller chercher quelques phrases intéressantes qui peuvent nous faire passer pour une personne que l'on n'est
met pas juste dans le but, évidemment, de nous nuire et surtout de gagner de l'argent. Et ça, on y reviendra, voilà, et ça, on y reviendra après. En fait, il y a une nouvelle vague d'espèces de faux, de pseudo créateurs de contenu. Ils utilisent ce créneau du on déteste les influenceurs et on déteste les créateurs de contenu et ce sont des gens à abattre et ce sont les sorcières à brûler sur le bûcher et on est contre eux. Et en fait, ils utilisent notre image pour se faire, se créer des communautés de gens qui sont remplis de haine et de mal-être, avoir un maximum de vues, un maximum de likes et générer un maximum d'argent. Oui, et puis au-delà de ça, tu as de toute façon le tribunal des réseaux sociaux. Qui est affligeant. En fait, depuis que les réseaux sociaux existent, que ce qui se passe dans le monde extérieur soit vrai ou pas, ou vrai à un moment et démenti à un autre moment, en fait, ça ne change rien. Le problème, c'est que même les choses qui sont démenties par la suite, et même au niveau de la justice, en fait, à partir du moment où ça a démarré sur les réseaux sociaux, c'est finito. Ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux aujourd'hui, c'est le vol d'autorité, c'est-à-dire parler de gens qui sont plus connus que soi pour pouvoir faire plus de vues, plus de rémunération et attirer plus de gens sur ces réseaux. Que ce soit en positif, en mal, ou pas du tout, hein, c'est peut-être juste raconter une histoire sur la personne de manière bienveillante, mais peu importe. Il y a ça s'appelle le vol d'autorité. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, notamment sur TikTok. Tu es sûr que si tu as un compte à 200 abonnés, vu que ces plateformes ne mettent pas nécessairement en avant que les plus gros créateurs aujourd'hui, les algorithmes font en sorte que c'est juste l'intérêt qui est porté à ton contenu qui pousse ton contenu en avant devant tout le monde. Ça veut dire que si demain tu parles du transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid, ça va bien évidemment attirer bien plus de monde que si tu démarrais ta chaîne en parlant de toi à 200 abonnés. Donc s'il vous plaît, méfiez-vous de toutes ces personnes que vous croisez sur les réseaux sociaux qui parlent d'autres personnes. Parce que leur but final n'est pas de vous avertir de quoi que ce soit. Leur but final est de faire de l'argent et gagner en notoriété. Souvent. C'est un business comme un autre. Alors certes, évidemment, comme partout, il existe des lanceurs d'alerte. Bien évidemment. Mais... oui, dont le rôle est important. Dont le rôle est important aussi. Pour la plupart, c'est devenu un moyen très facile, qui ne demande absolument pas de travail, puisqu'il ne faut même pas de créativité. Il suffit de parler de quelqu'un de plus connu, qui lui crée réellement quelque chose, de s'approprier finalement cette personne, de recréer un personnage autour qui n'existe peut-être absolument pas, sans aucune nuance aussi, de s'immiscer dans les pensées de la personne et d'oser jusqu'à dire cette personne pense de telle manière, cette personne est pour ou contre telle cause, alors que ces gens ne connaissent rien. Ce sont des gens que nous ne côtoyons pas. Moi, les gens qui font des vidéos de moi et qui me critiquent sur les réseaux sociaux, ce sont des gens que je n'ai jamais vus de ma vie. Je n'ai jamais eu de discussion avec ces gens, je n'ai jamais parlé avec eux. Donc comment peuvent-ils avancer certaines choses sur ma personne alors qu'ils ne me connaissent pas? Donc à partir du moment où ça n'est pas ma mère, ma soeur, mon frère, un de mes meilleurs amis qui vient faire une tirade sur moi sur internet pour dire à quel point je suis une horrible personne, aujourd'hui j'ai vraiment décidé d'essayer en tout cas que ça n'ait plus un impact aussi dramatique sur ma vie parce que, et c'est de ça que j'avais démarré là-dessus. Ce pourquoi ça m'atteint autant, c'est parce que j'essaie toujours de bien faire. En l'occurrence, le bad buzz qui a éclaté au mois de février sur TikTok, c'est parce que j'ai moi-même été victime il y a quelques années sur les réseaux sociaux d'une injustice absolument abominable pour quelque chose bien évidemment de nettement moins grave, mais où on m'a accusé d'avoir pranké le youtubeur Le Grand JD en orchestrant une fausse enquête paranormale que j'aurais truquée de A à Z. Je n'ai jamais été à l'origine de quoi que ce soit, mais j'ai vécu les conséquences de ce que les gens sur les réseaux sociaux, de ce que le public avait décrété et avancé. C'est-à-dire choisir un coupable, facile dans une équipe d'hommes, eh bien j'étais la seule femme. Il est plus facile bien évidemment de constamment viser les femmes. C'est moi qui ai été visée comme étant la coupable, la suspecte numéro 1 de ce pseudo soi-disant prank qui n'a jamais eu lieu, et j'en ai payé les pots cassés. Ça a été du harcèlement basique qu'on connaît sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire insultes en tout genre et messages privés insultants, mais ça a été jusqu'à potentiellement menacer de retrouver mon adresse, de brûler ma maison, de m'assassiner, de me violer, et j'en passe. Il y avait des messages absolument atroces que j'ai vécu pendant quand même plus de 2 ans, où ça a été très, très dur, et où j'ai plusieurs fois pensé à arrêter complètement ce métier, parce que je me suis dit, mais c'est une abomination ce travail, c'est une abomination de vivre avec ça. Et donc quand ce fameux bad buzz a éclaté sur TikTok, en fait j'ai simplement voulu être cette personne bienveillante que je suis de nature, qui veut toujours bien faire et qui veut protéger les autres d'une injustice possible. Peut-être que ça a été fait de manière maladroite, et aujourd'hui en tout cas une chose est sûre, c'est que je protégerai toujours mes proches dans le cercle privé, mais j'ai pris une décision radicale, c'est-à-dire que je n'aborderai plus de sujets problématiques ou de sujets touchy où il y a un camp
qui peut se faire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien évidemment, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire utiliser ma voix pour des valeurs qui me sont chères, être l'ambassadrice d'Action Sénégal, même si sur TikTok, on s'amuse à me traiter de white savior, je m'en bats les couilles, en fait. Je récolte des milliers d'euros chaque année pour ces associations, je m'en bats les couilles, en fait, de ce que vous dites. Parce que je sais que je fais quelque chose de bien derrière. Mais par contre, là où j'ai décidé de ne plus me mêler de quoi que ce soit, c'est prendre position dans une discussion où il y a deux parties. Je l'ai vu avec ce qui s'est passé sur TikTok, il y avait deux camps, il y avait le camp qui me haïssait et le camp qui s'est dit putain, en fait on voudrait tous avoir Jill comme meilleure amie parce que si un jour il nous arrive une merde pareille et qu'on n'a rien fait, en fait, on a quelqu'un qui nous épaule et qui est là pour nous envers et contre tout et malgré tout ce que ça peut impliquer. Et puis il y a tous ceux en fait qui vont pas chercher plus loin que du bout de leur nez et qui inventent des choses absolument abominables en fait, le truc, sur ma personne. C'est que le mauvais est toujours plus mis en avant que le bon. Toujours. Mais pas nécessairement dans les chiffres. C'est aussi les gens qui donnent plus d'importance au mauvais qu'au bon. De manière générale, c'est humain. Tu vas être critiqué sur 3 commentaires sur 1000, tu vas retenir les 3 mauvais commentaires plutôt que les 900 autres qui sont bons, tu vois. C'est comme ça. C'est exacerbé par les réseaux sociaux aujourd'hui. On a beaucoup de négatifs qui revient parce que ça vend et que ça fait du clic et que voilà, c'est de la nature humaine de vouloir regarder ce genre de contenu. Faites juste attention à votre esprit critique quand vous regardez des choses sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on essaie d'inculquer aux enfants. Pour mon background, j'ai fait sciences politiques, donc moi en fait j'ai appris à aller questionner mes sources d'informations, à croiser des sources, etc. Aujourd'hui c'est de plus en plus difficile avec les réseaux sociaux, avec les fakes, mais juste le fait que les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui en fait utilisent les réseaux sociaux presque comme un moteur de recherche et pour aller chercher de l'information concernant des faits. Faites attention, ne vous fiez pas juste à la parole d'une personne. Non. C'est dramatique de faire ça. Regardez plusieurs sources, écoutez plusieurs personnes, faites-vous votre propre avis sur tout ce qui est tangible et pas juste sur les dires de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'affaire. Et voilà, s'il vous plaît, quand il y a des choses plus graves aussi qui se passent, attendez que des personnes compétentes, c'est-à-dire la justice, fassent un travail de recherche, qu'il y ait une enquête qui se fasse. Oui, mais en fait c'est compliqué aujourd'hui. En fait, je comprends pourquoi aujourd'hui il y a notamment ce truc de les victimes aujourd'hui on vous soutient, peu importe ce qu'on dit en face. C'est parce qu'il y a eu trop de cas où la justice n'a pas bien fait son travail, etc. Et qu'aujourd'hui on est dans un autre extrême où on est pour la victime, quoi qu'il en soit. Je comprends ce positionnement par rapport à ce qui s'est fait avant et parce que maintenant on soutient les victimes plus que les agresseurs, notamment ce sujet qui revient beaucoup. Je pense pas qu'il y ait du bon là-dedans non plus. En fait, il faut trouver une position qui est au milieu. Il faut être nuancé, il faut avoir une évolution balance sociale. C'est une évolution sociale qui prendra son temps. Toutes les évolutions sociales se font par les extrêmes de base avant de se radoucir et de revenir vers le milieu. C'est comme ça. Ce sera moins le cas dans quelques années. Malheureusement, c'est comme ça dans la période dans laquelle on vit. Faites juste attention avec les infos que vous voyez sur Internet et faites-vous votre propre avis, construit, intelligent et avec du recul. C'est tout. Voilà. Pour clôturer ce vaste sujet, mais comme ça a eu un impact quand même drastique sur mon année 2024, je pense qu'il était grand temps de mettre carte sur table et de remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à ces personnes malveillantes sur Internet qui nuisent dans notre quotidien. Et dorénavant, nous aurons bien évidemment des poursuites seront faites sur ces personnes qui peuvent vraiment nuire à notre santé mentale quotidiennement et des mesures dorénavant drastiques seront prises à l'encontre de ces personnes et je pense que dans le milieu des créateurs de contenu on est tous d'accord là-dessus et on ne se laissera plus faire à ce niveau-là. Ne vous laissez pas faire dans la vie de toute façon. Vous aussi, bien évidemment, ne vous laissez pas faire dans la vie quand vous êtes victime d'injustice. Voilà, ne vous laissez pas faire par votre propriétaire, par votre prof abusif, par n'importe quoi. Il faut prendre le taureau par les cornes et faire les choses. Exactement. Et donc simplement pour clôturer sur le fait que je ne prendrai plus parti sur des thématiques où il peut y avoir des camps. Peu importe le sujet, je pense qu'il y a assez de journalistes, de vrais, véritables journalistes sur les réseaux sociaux qui font partie de gros médias, dont c'est finalement le travail de vous informer sur des sujets plus importants. Bon, on enchaîne parce que ça fait déjà une demi-heure. Oui, pas grave, mais c'est très bien, il y avait des choses à dire. La suite de cette année, Simon, comment as-tu vécu la suite de l'année? Qu'est-ce qui s'est passé? En février, j'ai changé de boulot. Oui, exact. En gros, j'ai arrêté mon précédent boulot qui était du coup agent d'artiste pour me consacrer à 100% au projet que j'ai avec Jill, que ce soit YouTube, les réseaux sociaux, notre marque Yashi. On en parlera juste après, tiens. Bientôt. On a pris du temps pour le faire. Oh, qu'on a eu des misères, on a eu des misères. C'est pour la bonne cause. Ça va revenir bien mieux qu'avant. Et finalement, faire ce que je faisais déjà un petit peu avant en cumulant mon autre job, mais à 100% maintenant. Et donc, ça me permet de
bouger moins, rester plus ici, libérer du temps à Jill sur des trucs un peu chronophages qu'elle faisait avant elle-même, pour qu'elle puisse se concentrer sur le fait de faire plus de contenu encore, et encore plus de contenu à l'avenir. On va essayer de faire des nouveaux formats, notamment sur YouTube, sur les deux chaînes. Sur Silent Jill, on va essayer de faire un petit peu plus de volume, donc publier plus de vidéos par mois. Sur Jill, il y a sûrement d'autres formats que les vlogs qui arriveront aussi sur 2025, donc ça demande du temps. C'est ça, et je rebondis sur ce que tu dis, parce que plus une entreprise grandit, et plus on a d'ennuis, bien évidemment, et de tracas dans le quotidien, que ce soit avec la gestion de l'entreprise, la comptabilité, la gestion des papiers. Il y a énormément de choses purement administratives à gérer. Moi, avec mon trouble de l'attention, c'est compliqué, c'est des choses qui me prennent énormément de temps, le double voire le triple du temps de quelqu'un comme Simon qui n'a absolument pas ce type de soucis. Et forcément, plus j'ai de tracas, plus j'ai de stress, d'angoisse, moins je vais booster ma créativité, et donc je vais tourner en rond, je vais plus savoir quoi faire, je vais plus aimer ce que je fais parce que je suis tracassée par trop de problèmes administratifs, de la paperasse, des contrôles, des machins, des trucs. Et donc Simon a vraiment pris tous ces tracas un peu du quotidien d'un point de vue de gestion d'une entreprise. Tout ce qui est chiant, en fait, voilà. Pour que je puisse moi retrouver ce petit élan de créativité, ce peps que j'ai d'habitude dans mes contenus, et que je trouvais que je commençais un petit peu à perdre. Alors bon, je vieillis aussi d'année en année, je vais quand même avoir 37 ans ici au mois de décembre. On a une petite fille qui a 2 ans, ça demande bien évidemment énormément d'implication et de travail dans le quotidien. Le fait d'être de toute façon parent est un travail à temps plein. Oui, et puis c'est pas la seule. Même plus qu'un temps plein, et ce n'est pas la seule. On a 3 autres qui sont là aussi. Donc voilà, Simon a vraiment été un peu le sauveur cette année en rentrant dans la boîte et en m'épaulant dans le quotidien, et on le voit vraiment, le changement en termes de création de contenu, de tout ce qu'on a fait businessment parlant sur les 2 chaînes YouTube en 2024. Je pense qu'on a de quoi être fiers de nous, parce qu'on a vraiment fait des très très beaux projets, quoi. Ça te fait commencer. Bravo, Jean Flûte. C'est de plus en plus nul. J'attends cette vanne. Alors côté famille, il y a eu un gros changement, puisqu'on a pris la décision d'inscrire Bella, avec bien évidemment son accord, en internat. Vous avez été nombreux à me demander, tiens, pourquoi est-ce que Bella part en internat? Est-ce que c'est un choix de votre part, un choix de sa part? Ça a été... On l'a obligé, voilà, tout simplement. Elle n'a pas eu le choix. Non, c'est un choix qui a été mûrement réfléchi en famille, avec Bella qui était tout à fait d'accord de partir. Et qu'elle kiffe de fou d'ailleurs. Et elle adore. Bella a eu énormément de problèmes dans l'école dans laquelle elle se trouvait. Non pas par rapport à moi ou par rapport à son statut de fille mais à cause vraiment d'événements assez terrifiants entre jeunes qui se faisaient dans l'école, de la violence verbale, de la violence physique. Et donc pour la protéger tout simplement de cet environnement extrêmement toxique et dangereux pour elle, on a tout simplement proposé l'option de l'internat dans une très très bonne école privée ici en Belgique, dans laquelle j'ai pu faire une partie de mes études aussi. Et d'ailleurs c'est vraiment chouette, parce que la directrice de l'école est toujours la même directrice que moi j'ai pu avoir. Certains professeurs ont été mes professeurs, et donc quand moi j'y vais, j'ai une petite nostalgie qui revient. Et vous imaginez bien qu'elle a directement signé pour faire partie du comité des parents. Oui, imaginez, j'étais étudiante dans cette école, j'étais la relou de service qui cassait les pieds de tout le monde. Alors j'étais très sympa, tous les profs ont dit à Bella, oh ta maman elle était vraiment, c'était une chouette fille. C'était une casse-couille, hein. Elle était super sympa, mais elle nous a quand même filé du fil à retordre, hein. Ouais, Bella est un peu pareil, hein. Mais Bella est un peu pareil, donc les pauvres, ils ont une Jill 2.0 avec eux, je dirais même un petit cran au-dessus de moi, donc courage à vous si vous regardez cette vidéo. On est avec vous, on vous soutient, on vous comprend, on vit ça aussi dans le quotidien avec elle, et vraiment, de tout cœur, nous sommes avec vous. Voilà, si jamais le mot peut passer. Mais donc voilà, elle est à l'internat, ça se passe super bien. On a d'ailleurs vu une jeune fille qui s'est transformée en arrivant à l'internat. Peut-être que toi, tu peux donner un petit peu ton avis, en ayant peut-être un œil un peu plus extérieur que moi, où c'est ma fille, tu vois. Non. Tu veux pas donner ton avis? Non, je sais pas. On la voit plus lumineuse. Ouais. De manière générale, je dirais que c'est un peu le mot. Moins tracassée dans la vie de tous les jours, moins d'amitié toxique, moins de cercles toxiques comme on peut en voir malheureusement un peu trop chez les jeunes de son âge, donc non, c'est cool. Puis ils ont une politique un peu anti-téléphone de manière générale, donc elle a très peu son téléphone sur place, ce qui est pas du tout une mauvaise chose pour des jeunes de leur âge. Elle kiffe.
Ouais, elle kiffe. Franchement, ça se voit. elle vit sa best life, Elle est avec trop bien. une de ses meilleures potes dans sa chambre, elle kiffe trop, enfin voilà. Donc, ouais, super positif. On poursuit, on a été en Thaïlande. Voyage qui a été magnifique, même si le temps n'était pas spécialement de la partie. J'ai regardé, période des pluies en Thaïlande, dégueulasse en Thaïlande. Oui mais non, parce que là où on va, c'est une île, t'inquiète. Il a fait dégueulasse, ok. Il a jamais fait soleil de tout le séjour, il a pas fait beau. Mais après, moi j'ai kiffé la première partie du voyage parce qu'on a fait Bangkok, on a fait Chiang Mai, on est monté voir un petit peu la Thaïlande traditionnelle avec les temples, les trucs, donc ça c'est trop bien. Moi c'est ce que j'adore dans la visite d'un pays. Moi je n'ai rien à foutre d'aller me taper 3 semaines à la plage, c'est pas du tout mon genre. Et on a terminé sur une île qui était censée être l'île paradisiaque avec plein de soleil et tout, ce qui s'est révélé ne pas être le cas comme on Une l'imaginait. eau turquoise transparente qui n'était pas turquoise transparente puisqu'il n'y avait pas de soleil. Évidemment que non, l'hôtel était très cool. Ouais. On a bien mangé, j'adore la nourriture thaïlandaise. On est parti avec une excellente agence, une agence française qui était formidable et qui nous a super bien épaulés. Oui. On a eu des guides Ce qu'on a fait sur de place, fou. c'était hyper cool. Ouais. Le temps n'était pas Franchement, bon. voilà. Je ne retournerai pas à cette période de l'année, c'est tout. Non, et on ne vous conseille pas de le faire. Mais N'allez pas en Thaïlande partez en en juillet. Thaïlande tout court si vous pouvez le faire parce que c'est incroyable. Retour de la Thaïlande, mois d'août avec les enfants, puisqu'on fait moite-moite avec leur papa durant les grandes vacances. Juillet, généralement, c'est chez leur papa, et puis le mois d'août chez moi, parce que je reprends la gestion de l'école et l'organisation de la rentrée scolaire. C'est un petit peu moi qui prends toute cette gestion-là à bras-le-corps, donc... Surtout que maintenant, on a eu des changements avec l'école francophone en Belgique. Ils ont plus de vacances, des slots de 2 semaines de vacances pendant l'année pour chaque période de vacances. Et du coup, ils finissent une semaine plus tard l'école en fin d'année et ils recommencent une semaine plus tôt. Ce moment-là, eh bien, c'est aussi le moment où Charlie a commencé à s'affirmer avec son caractère, où on a eu... Oui. On a toujours droit à un nombre incalculable de noms par jour. Arrête, Donne, attends. Attends, c'est son mot préféré, je crois. Et on arrive, oui. Ah oui. Non. Alors, Simon, oui, ça tu peux l'expliquer. Quand elle doit être rassurée ou qu'elle est un peu gnangnante, elle est maman. En fait, dès que je suis dans la pièce, elle est très maman. Compliqué. Après, je suis tout seul avec elle, c'est génial. Le matin, elle vient me faire un câlin, elle est toute contente. Mais dès que je suis là, oui. Il n'y a plus personne qui compte, quoi. Non, mais surtout, dès que t'es là, son comportement change. Elle devient... Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais du coup, voilà, c'est la maman vers qui on vient se plaindre et voilà. S'il y a des jeunes parents qui nous regardent et qui viennent d'avoir leur premier enfant, il y a des mamans qui peuvent parfois se dire « Mais pourquoi est-ce que mon enfant est insupportable quand il est avec moi ?» Eh bien, c'est tout simplement parce que vous êtes sa plus grande safe place. Il décharge sur vous. Vous êtes simplement que ça. Vous êtes la personne en qui il a le plus confiance. Il a énormément confiance en son papa aussi, mais encore plus Après, j'aurais pas confiance en moi si j'étais... mais encore plus en sa maman, pour justement, comme Simon l'a très bien dit, se décharger de tous ces tracas. En fait, on est un peu la psy de nos enfants à cet âge-là, où tout ce qu'ils ont accumulé durant la journée, tout ce qu'ils ont appris aussi, toutes ces choses nouvelles, il les décharge. Elle arrive à un âge 2 ans... Terrible too. Oui, mais au-delà de ça, où il y a énormément de changements cognitifs et tout, de compréhension de plein de choses qu'elle captait pas avant. Le langage qui se développe aussi à vue d'œil. Et puis elle comprend aussi que nous ne sommes plus une seule et même personne, comme elle l'a cru. Pendant de nombreux mois, l'enfant est persuadé qu'il fait partie intégrante de sa mère, qu'il est sa mère, et puis il y a ce détachement qui va se faire où l'enfant va commencer à comprendre, je suis en fait une personne unique, quand je ne suis pas dans la pièce, je ne suis plus là, quand je quitte la maison, je ne suis plus là, et donc il y a vraiment ce détachement qui se fait, et c'est toutes des petites choses à apprendre. Il y a plein de gens qui nous demandaient un petit peu comment est-ce qu'on gérait Charlie dans ce nouveau quotidien. Avec les grands enfants, ça se passe super bien, c'est l'amour de leur vie de toute façon, donc... de toute façon, globalement, elle est pas difficile. Non, on n'a vraiment pas de problème. On n'a pas à se plaindre. Elle écoute bien de manière générale. Elle mange bien. Elle a un sacré caractère. Elle fait ses siestes. Oui, elle a son caractère, mais en vrai, franchement. Non. Charlie, c'est l'enfant piège par excellence. Et quand je dis enfant piège, c'est l'enfant qui vous fera faire rapidement un deuxième. Parce qu'elle est extrêmement mignonne, elle est super intelligente. Sauf que je suis immunisé, étant donné qu'il y en a déjà 3, il n'y aura pas de deuxième en ce qui me concerne. Voilà, c'est le pacte depuis le début, donc je ne me ferai pas avoir. Mais c'est l'enfant qui dit « Allez, viens, allez, encore un, elle est tellement chouette, elle est tellement drôle. » En fait, t'as envie de créer un double d'elle, et c'est là souvent le piège. Parce que le deuxième est souvent bien plus compliqué que le premier, sauf évidemment... Parce que c'est un fond de couille, le deuxième.
Il n'est pas fait de la même manière. Non, je rigole, hein. Il y a plein de gens qui me diront en commentaire, bah, mon deuxième est plus sage que mon premier, oui. ou voilà, ça n'est absolument pas une science absolue. Mais c'est vrai que souvent on dit, quand le premier est un ange, le deuxième est un petit peu plus, voilà. Non, mais ce qui est surtout Je difficile, l'ai vécu avec Bella aussi. Bella, c'était un bébé extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. James est arrivé 2 ans plus tard. On n'a pas attendu très longtemps pour avoir James. C'était pas un enfant compliqué de caractère. Non, mais il avait des complications Mais James médicales. avait énormément de soucis de santé. Et donc, ça a été 2 enfants en bas âge à Non, mais gérer. c'est C'est surtout quelque ça. chose de. C'est voilà, surtout ça. c'est- C'est mettre 2 enfants en bas âge côte Oui. à côte. C'est la gestion de ça. Voilà, je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui ne réalisent pas à quel point 2 enfants, ça change vraiment une vie, il faut quand même le dire. J'en ai fait 4 au final, hein, donc on peut survivre à tout ça. Mais il faut être bien accroché, c'est des petites montagnes russes avec des moments super incroyables et des moments qui sont un peu... où tu dois vraiment bien te raccrocher. Mais quand on est bien entouré, quand on a une chouette famille autour de soi, quand on a des chouettes amis, quand on a un conjoint qui est là, qui participe activement à la vie de famille, pour moi je trouve que ça roule quand même assez bien, quoi. Frédéric Beauregard. Il était beau celui-là. Non, il était pas beau. Bon, la suite, on a encore voyagé, hein, puisqu'on a été au Japon. Moi, j'ai été en Corée aussi cette année, j'ai oublié de vous dire ça. J'ai visité la Corée grâce à nos amis de chez Yepoda, qui m'ont gracieusement invité à visiter Séoul. Une expérience absolument incroyable. Et puis, on a été invité par Martin Air pour la sortie de leurs produits cheveux avec Gaël et ses équipes. Donc ça aussi, ça a été vraiment formidable. C'était sur la bucket C'était list très cool, ouais. de Simon. La bucket list, La je sais bucket. pas, mais la bucket à la limite. Qu'est-ce que t'as pensé du Japon? J'ai trouvé ça très cool, moi. Je trouvais ça très cool. Évidemment, on était dans des conditions un peu particulières parce qu'on restait pas très longtemps sur place. Donc, c'est pas comme si on avait eu le temps vraiment de visiter à notre rythme à chacun, ni d'aller voir exactement les endroits qu'on voulait, etc. tout le temps. Mais au final, on avait quand même du temps libre. On a pu pas mal marcher dans la ville à Tokyo, etc. que j'ai trouvé très cool. On a sûrement encore pas vu la moitié de ce qu'il fallait voir. Et puis, dès qu'on est parti à la campagne, ça c'était vraiment extraordinaire. On avait un magnifique hôtel traditionnel où on allait manger en ryokan, etc. C'était sublimissime et ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de revisiter ce pays que de toute façon qui est le pays de mes rêves depuis toujours, que j'ai envie de visiter le plus. On le fera bien poser plusieurs semaines si on peut se le permettre pour vraiment aller visiter le Japon et surtout le Japon de la campagne et des villes secondaires que ce qui m'attire plus que la grosse mégalopole qu'est Tokyo, même si en vrai je trouve que ça ne fait pas du tout mégalopole pour le coup en termes de monde. Je me suis jamais du tout senti dans un truc hyper rempli. Non, mais c'est c'est comme ce que tout le Séoul, monde hein. dit de Tokyo de toute façon, c'est que c'est la ville la plus peuplée du monde, mais tu le sens pas. Tu fais 10 minutes de marche, tu peux te retrouver dans des trucs paumés où il y a personne. Et les équipes de Gaël avaient organisé ça vraiment à la perfection. Oui, c'était super. Puis de toute façon, c'était absolument on connaît génial. bien les gens, on s'entend super bien avec eux, on connaît les autres influx avec qui on est parti, c'était top. On poursuit avec les Vlogwin. Comment est-ce que toi t'as vécu les Vlogwin? Et surtout, toi tu m'as énormément aidé sur les montages au début des Vlogwin. Moi j'ai beaucoup vécu derrière mon ordinateur du coup. On t'a vu dans les montages derrière ton Et ordinateur. voilà, j'essaie d'apporter ma petite touch, tu vois. Non, mais après, moi, j'aime bien ça, j'aime bien monter, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. De toute façon, YouTube, de manière générale, c'est un truc qui me parle. Je trouvais ça cool comme challenge de faire un par jour. Je suis très content qu'il y ait eu autant de bons retours dessus. On fait quasiment les mêmes chiffres sur des daily vlogs que sur des vlogs hebdomadaires, donc c'est trop bien. Les retours étaient super. super. Les retours étaient trop cool. Et voilà, non, c'est cool, c'était beaucoup de boulot. J'ai pas beaucoup dormi pendant les 2 premières semaines, mais je le referai avec plaisir en vrai. C'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Et si ça peut apporter du bonheur aux gens, ma foi, que sont quelques heures de sommeil en plus ou en moins. C'est surtout aussi que pour nous, c'était très rentable aussi de faire un vlog par jour, on va pas se le cacher. Hein. Alors on adore vous faire plaisir et on adore oui, c'est vrai que... créer du contenu et vous apporter du divertissement qui vous fait du bien et qui vous permet d'être plongé dans notre quotidien. Nous, ça nous demande quand même une très grosse charge de travail, mais derrière, c'est quelque chose qui, nous, d'un point de vue business, est quand même aussi intéressant. Ça nous permet de réinvestir dans des projets et puis potentiellement des projets pour 2025 sur Jill qui seront un peu différents et on verra tout ça, mais vous le verrez bien assez vite. Et il n'y a rien à faire, ça permet aussi de créer de l'emploi. J'emploie aujourd'hui Sarah à temps plein, qui est une employée avec un CDI, donc un contrat à durée indéterminée depuis maintenant 3 ans. Simon a rejoint notre équipe. On a un monteur qui bosse avec nous quasiment à temps plein. Un Minia Maker, ça nous permet aussi... avec nous sur l'écriture des vidéos. L'écriture, je pense à Lola, je pense à Gilles, à notre bon vieux Guil national et tout ça coûte engage. Beaucoup d'argent. Oui, mais en même temps, l'argent ça part, ça revient.
quotidien. Et ça me fait plaisir que cet argent qui est généré grâce aux réseaux sociaux, c'est génial de pouvoir aussi donner de l'emploi, de se dire, Gilles, je peux le faire venir travailler, je peux le prendre avec moi aux États-Unis pour tourner du contenu, parce que bien évidemment que Gilles, il est rémunéré quand il part avec moi aux États-Unis sur toute la semaine où il est là. Voilà, c'est quand même quelque chose de génial de pouvoir offrir des opportunités pareilles à des gens qui m'entourent et de les payer correctement, convenablement, qu'ils soient dans un cadre de travail qu'ils apprécient, dans lequel ils se sentent bien. Et je propose qu'on clôture sur ce dernier point qui est notre marque de parfum de maison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent un petit peu des questions en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on n'a toujours rien vu, pourquoi est-ce que c'est pas encore sorti. On vous doit quelques petites explications sur ce sujet-là, donc c'est parti. Simon, à toi l'honneur. Eh bien, nous avons pris un petit peu plus de temps que prévu pour le rebranding de la marque, pour des questions qui sont dépendantes et indépendantes de nos volontés. De toute façon, la production de ce genre de truc prend toujours plus de temps que prévu. Et nous, on a voulu prendre le temps qu'il fallait avant pour qu'on arrive à des designs qu'on trouve vraiment super beaux et super quali, et avoir un super site internet. Enfin bref, on a refait tout. L'idée est évidemment toujours la même qu'avant. On aura toujours des bougies avec des pierres semi-précieuses. On va arriver avec également d'autres choses qu'on va pas vous spoiler maintenant. Mais du coup, on a tout refait, on a refait toutes les plateformes, on a refait tous les objets, c'est du taf, c'est beaucoup de taf, on a bossé avec... On a changé le logo, ouais. En fait on est reparti de zéro. On a gardé l'idée, on est reparti de zéro. En et gros, on a gardé le nom, nom et l'idée. Le nom et l'idée. La pierre est différente, c'est plus la même forme, ce sera plus une pierre percée que vous allez mettre autour d'un collier, ça va être une autre utilité. C'est ça. Vraiment tout est différent. Tout est différent, donc ça prend le temps qu'il faut, et on voulait pas rusher le truc pour arriver avec un truc à moitié fini, on voulait arriver pour que ce soit patate dans ta gueule. On voulait aussi, je pense que là-dessus on peut peut-être les spoiler simplement pour leur donner un peu ça va être trop bien, mais on a pris cette décision de ne plus travailler, en tout cas pour cette nouvelle collection qui va arriver, avec ce qu'on appelle un verre mécanique, c'est-à-dire un verre qui est fait de manière mécanique, donc avec une machine qui le fait. Comme on vous apportait une pierre qui, pour chacune d'entre vous, est unique, puisque chaque pierre est différente, ce sont des pierres semi-précieuses. On travaille toujours avec la même équipe et avec Chloé, qui est la gémologue absolument extraordinaire, chez qui on achète nos pierres, et on voulait que vos bougies soient aussi uniques que les pierres. Et donc on a décidé de travailler avec des artisans qui vont créer chaque bougie à la main, avec à la bouche plus précisément. À la bouche, exactement. Ce sont des souffleurs de verre. Exactement. On va travailler avec des artisans souffleurs de verre. Et chaque bougie sera donc absolument unique. Ouais. Ce sera un véritable bijou, un objet de collection que vous pourrez avoir chez vous. Alors, elles auront évidemment plus ou moins les mêmes couleurs, les mêmes caractéristiques, mais avec leurs particularités, leurs différences, leurs aspérités, leurs petits défauts. Ça va être extraordinaire. Alors on a déjà validé les prototypes qui ont été faits. Évidemment, ça demande des moyens financiers beaucoup plus importants de notre part parce que l'investissement de base est beaucoup plus important que ce qu'on avait fait dans le passé. Il faut savoir qu'un verre mécanique coûte évidemment beaucoup moins cher qu'un verre qui est soufflé à la canne par un artisan. Je tiens à le dire aussi d'emblée, forcément ce sera un objet qui est beaucoup plus luxueux et qui sera plus niche. Qui sera plus cher, du coup. Il sera plus cher, évidemment. Mais on ne peut aujourd'hui pas vous faire un produit qui est aussi luxueux et aussi incroyable et aussi unique avec un budget d'une bougie qu'on achète sur Temu. Non. D'ailleurs, n'achetez pas de bougies sur Temu. On a hâte, on arrive, on espère début d'année prochaine. On vous tiendra de façon informée sur la page de Yashi. Idéalement, sur on voudrait réseaux, sortir avant la Saint-Valentin pour que vous puissiez faire des cadeaux à ceux que vous aimez ou pour vous faire plaisir à vous-même, parce que la Saint-Valentin, c'est avant tout aussi se dire à soi-même à quel point on s'aime. C'est vrai ça, on ne se le dit pas assez, je pense, justement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, et je pense que ça fera plaisir aux gens de l'entendre aussi, c'est que l'argent qu'on gagne sur les réseaux sociaux dans nos métiers respectifs, on l'utilise vraiment en bon père de famille. On n'est absolument pas des gens qui sommes dépensiers à outrance ou... Alors après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, je ne critique absolument pas. C'est juste pas dans notre éducation, dans notre nature de le dépenser pour des trucs pas trop importants. Moi, je préfère faire un max d'argent et pouvoir le filer à nos enfants plus tard. Construire un patrimoine, finalement. Oui, c'est ça, que de moi m'asseoir sur une tonne d'argent. Moi, j'ai pas besoin. Moi, tant que je vis correctement et que je peux me nourrir et vivre avec des gens que j'aime autour de moi, ça me va très bien, tu vois. Si je peux voyager un peu et faire des chouettes trucs de temps en temps et pas trop devoir regarder si je veux faire un resto, j'ai pas besoin de plus en soi. Donc tout ça, et de toute façon, tout ce qu'on a gagné déjà avec Yashi, première version, on a quasiment tout remis dans Yashi deuxième version. On n'a pas gagné un bal sur ce qu'on a fait pendant 2 ans. En tout cas, on ne s'est jamais versé un seul salaire par rapport à notre activité avec Yashi. Non, on a tout reversé dedans et
ça nous a coûté presque plus que ce qu'on avait gagné, donc en soi, on a tout remis dedans. C'est un peu un pari aussi, on arrive avec des produits qui vont être plus chers, qui vont s'adresser à du coup peut-être vous et peut-être plus vous, je ne sais pas, on verra bien, j'espère que vous serez toujours de la partie, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on a fait avec le cœur, c'est quelque chose qu'on considère être des super produits, et on espère beaucoup que ça vous plaira, en espérant que vous serez avec nous en 2025 pour nous suivre dans nos aventures. Exactement, voilà. Jean-Paul Frites. Mais moi je suis bon public, hein. Moi tu dirais à Albert Crotte que je pleurerais de rire, tu vois, puisque je suis très bon public. Messire, mesdames. Dame Gertrude. Non, normalement tu peux même pousser. Dame Gertrude. Oui, c'est ça. En fait, tu mets ton pouce et tu baisses ton pouce. Tu baisses ton pouce. Tu baisses ton pouce, c'est le mot. C'est fouille Allez, quand même. À plus. Non, pas si violemment. Bah si, justement. C'est violent. C'est drôle de Mais finir non, là-dessus. toi tu aimes ce genre de drôle. Eh bien, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. On se retrouve pour les vlogmas. On se retrouve pour les vlogmas, de toute façon. Oui. J'avais oublié presque encore ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo, qui a été faite avec beaucoup d'honnêteté, d'authenticité, vous a plu. Pas de faux semblants, pas de chichi, pas de tabou. Allez, adieu. À plus.